Bonjour à toutes et à tous, chers participants. Bienvenue à ce webinaire de la série Affaires en tandem sur les occasions d'affaires entre Paris et Montréal. Je me présente, mon nom est Alexia Barbier, je suis chargée de projet au développement des marchés internationaux au service Accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Affaires en tandem est une initiative de la Ville de Montréal en partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour étendre les connexions avec d'autres villes à travers le monde. J'aimerais prendre un moment pour remercier nos autres partenaires, nos partenaires de diffusion Impulse Partners et Paris-Ouest La Défense, ainsi que notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de garder vos micros fermés tout au long de la présentation. Si vous avez des questions à poser, veuillez les écrire via le chat, directement à Ludovic Bonillo ou à moi-même, Alexia, et nous allons y répondre durant la période de questions qui aura lieu à la fin de la présentation. Vous pouvez également utiliser la boîte de réaction pour lever la main pendant cette période-là afin d'interagir. Vous avez pu constater qu'un sondage est en cours. Nous vous remercions de le compléter afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs internes. Veuillez également noter que ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion sur le site de la Chambre de commerce et également sur notre chaîne YouTube dans les jours à venir. Vous recevrez l'information dans un courriel de suivi que je vous enverrai. Permettez-moi maintenant de vous présenter Madame Valérie Poulain, directrice intelligence économique et rayonnement international et directrice du Bureau de relations internationales par intérim de la Ville de Montréal. Valérie cumule près de 20 ans d'expérience dans le milieu de l'économie et de la finance. Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en économie de l'Université Laval et elle a également complété un cursus en économie de l'environnement et de la biodiversité à l'Université de Oulu en Finlande. Valérie, merci de nous faire l'honneur d'ouvrir ce webinaire. La parole est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous et à tous. Évidemment, je suis très heureuse d'être ici avec vous dans le cadre de cette série d'événements Affaires en tandem. Comme on l'a dit, c'est une initiative conjointe avec le partenaire, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en collaboration notamment avec Impulse Partners, CyberEco et Paris-Ouest La Défense. La série Affaires en tandem est née dans le contexte de la pandémie mondiale, certes, mais on a décidé de poursuivre cette initiative compte tenu de l'importance de soutenir le développement d'affaires et de nos entreprises et organisations à l'étranger. Cette édition d'Affaires en tandem est spéciale, tant pour la ville choisie, Paris, avec qui Montréal entretient des relations dans de multiples secteurs depuis des dizaines, des centaines d'années, par le plus grand nombre de participants et de partenaires impliqués. On est très heureux du turnout aujourd'hui pour utiliser une expression française. Et par le secteur ciblé, en fait, la cybersécurité qui pose des défis à nos sociétés, à nos entreprises ainsi qu'à nos administrations publiques et qui, de ce fait, suscite beaucoup d'intérêt et est très porteur de nombreuses opportunités d'affaires. Si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que Montréal sera à l'hôte le 1er et 2 novembre prochain de la première édition nord-américaine du Forum international de la cybersécurité, dont l'édition maître se tient à Lille, en France. Nous espérons vous compter en grand nombre parmi nous pour cet événement. Alors, merci à l'ensemble des panélistes, des partenaires et des participants et je vous souhaite de très fructueux échanges. Bonne journée. Merci beaucoup Valérie pour ce beau mot d'ouverture. Je vais à présent passer la parole à Ludovic Bonillo qui sera donc notre modérateur et animateur de ce webinaire. Un grand merci à chacun de nos panélistes pour être présents aujourd'hui et je suis sûre que ce webinaire sera plein d'enrichissement. Passez une très belle session. Merci beaucoup Alexia et merci Valérie pour ce mot d'introduction. Je me présente rapidement, Ludovic Bonillo. Je représente Impulse Partners et nous sommes ravis d'animer cette table ronde et d'accompagner à la fois la ville de Montréal et la Chambre dans cette édition d'Affaires en tandem. Sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à notre table ronde du jour. J'invite tous les participants à allumer leur caméra. Et peut-être pour commencer, nous pouvons démarrer par un tour de table afin que chacun se présente succinctement à la fois sur son rôle au sein de sa structure et sa position sur la cybersécurité. Marcel, peut-être pour commencer. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Marcel Labelle. Je suis le président directeur général de CyberEco. Donc, CyberEco est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la cybersécurité et qui participe à son développement. Donc, on est un petit peu un catalyseur de l'écosystème au Québec.
Oui, bonjour, je suis Frédéric Havard, donc je suis sur Paris, je travaille chez Orange France, je suis le directeur des projets innovants pour la région Paris-Île-de-France et je vais avoir le privilège de représenter une très belle filiale d'Orange qui s'appelle Orange Cyberdéfense pour cette table ronde. Merci Frédéric. Peut-être passons à l'autre Frédéric Prince. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Frédéric Cupin, je suis professeur à Polytechnique Montréal. Et donc, je m'occupe notamment au niveau recherche d'une chaire sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Je m'intéresse notamment à des problèmes de détection d'intrusion, de gestion de la menace interne. Et au niveau formation, j'interviens notamment en tant que responsable d'un nouveau programme de maîtrise professionnelle avec une option cybersécurité. Et bonjour à tous. Donc moi, c'est Yann Bonnet. Je suis DG délégué du Campus Cyber, qui est une initiative qu'on a lancée en France pour fédérer les acteurs, pour être plus forts ensemble et mieux protéger notre société face à la menace cyber. Merci à tous les quatre. Il manque un dernier intervenant qui nous rejoindra au fur et à mesure, qui a rencontré quelques difficultés techniques, Laurent Legendre, qui représente Airbus Développement. Nous allons pouvoir commencer cette table ronde. Peut-être un petit rappel pour l'audience qui nous écoute. Vous aurez au fur et à mesure la possibilité de poser des questions. Je vous invite à le faire au fur et à mesure qu'elles vous viennent et ponctuellement, nous tâcherons d'y répondre avec tous les panélistes. Voilà. Alors, pour commencer cette table ronde, je vais m'adresser d'abord à Marcel Labelle. Vous êtes président, directeur général de CyberEco. Est-ce que peut-être pour introduire cette séance, vous pourriez nous indiquer quels sont selon vous les grands enjeux des organisations vis-à-vis de la cybersécurité? Votre micro est désactivé, Marcel. Le fameux point du COVID. Donc, le micro est désactivé, la caméra est pas ajustée. Donc, désolé. J'essaie un peu de regarder certains enjeux. Donc, peut-être un des premiers enjeux, c'est peut-être de reconnaître que tout l'aspect des cybermenaces, des cyberattaques, c'est maintenant rendu un enjeu sociétal. Donc, ça affecte autant les individus, on le voit, des vols de données, les cybercrimes, que ça affecte aussi les organisations, qu'on soit une très petite organisation ou une très grande, qu'on soit dans différents types d'industries. Donc, c'est assez uniforme. Ensuite de ça, je pense que l'autre enjeu, c'est que les organisations reconnaissent ce niveau de risque-là. Donc, dans bien des organisations, le cyber-risque n'est pas nécessairement sur si on peut dire, le tableau de bord des risques majeurs qu'une entreprise va gérer d'une façon ou va monitorer d'une manière continue. Donc, puis quand on parle de cyber-risque, ben, ça peut se traduire de différentes façons. On parle de vol de propriété intellectuelle, de vol de données personnelles, de mise en arrêt des opérations avec des ransomware, de cybercrime. On l'a vu aussi au niveau des enjeux politiques, puis même au Québec, on a vu quelques entreprises qui ont été attaquées suite à l'évasion de la Russie. Donc, à ce moment-ci, on peut voir que toutes les organisations sont potentiellement ciblées d'un côté. Donc, il faut vraiment reconnaître ce risque-là au niveau des entreprises, bien l'évaluer, reconnaître quels sont les vecteurs potentiels de ces attaques-là. Il n'y a pas juste une question d'employés, une question de tiers, fournisseurs. On a vu plein de cas. Donc, ce n'est pas une situation qui est toujours simple à gérer comme risque. Puis surtout, il faut reconnaître que la pérennité de nos organisations est menacée. Donc, une fois qu'on a reconnu ça, l'autre défi, c'est de dire, ben, qu'est-ce que je fais? Les attaquants, bien souvent, ils n'ont pas besoin de se forcer, ça n'a pas besoin d'être nécessairement des génies non plus pour réussir leurs menaces ou leurs attaques. Qu'on parle de mots de passe faibles, qu'on parle de cliquer sur des liens, qu'on parle de gens qui sont sujets à du phishing, des systèmes qui n'ont pas été mis à jour. Donc, c'est des choses qui sont quand même simples. Et après,
tellement d'années en technologie, on n'a pas réussi à maîtriser encore tout ça. Donc, il y a du chemin à faire et il faut le reconnaître. Donc, il faut investir en fonction des niveaux de risque. Donc, ça, c'est des fois le bas qui blesse. Bien des fois, c'est tant qu'on n'a pas eu d'incident, ben, on ne pense pas qu'on doit investir tant que ça, mais des fois, quand on a eu un incident, il est peut-être tard, les impacts sont quand même aussi majeurs. L'autre défi qu'on a, c'est un défi de collaboration et de partage de l'information. Les attaquants, d'un côté, le font pas mal mieux que, je dirais, les entreprises, les organisations de tout niveau. Donc, eux autres partagent l'information, on le sait. D'un côté, on entend parler de façon régulière. Donc, autant du point de vue du secteur privé que du secteur public, on doit mieux communiquer si on veut faire face à ces défis-là. On doit tous travailler ensemble pour arriver à mettre en place des meilleurs mécanismes d'un côté, puis à réduire ce niveau de risque-là. Donc, la collaboration entre tous les acteurs sont importants. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire au niveau de CyberEco, de réunir autant les entreprises, les startups, les PME, les entreprises de services, les universités, pour qu'on puisse tous travailler ensemble afin de collaborer et développer des solutions les plus avant-gardistes possibles pour réduire ce niveau de risque-là. Merci. Merci beaucoup pour cette réponse très, très riche. Je comprends qu'il y a à la fois des enjeux autour de la cyber-résilience des organisations, qu'il y a un enjeu de protection des organisations et derrière eux des individus, avec un souci de partage et de collaboration entre les acteurs de toute nature et de toute taille, donc public, privé, mais petites et grandes entreprises. Je me tourne donc vers vous, Yann. Vous êtes CEO du Campus Cyber. C'est une structure que vous pourrez présenter mieux que moi, mais impulsée par l'État, si je puis le dire. Vous regroupez un nombre d'entreprises privées. Comment finalement on facilite cette collaboration entre des typologies d'acteurs qui sont variées et comment on les rassemble autour d'un objectif et lequel? Okay. Donc, c'est une initiative effectivement qui a été lancée par le président de la République en juillet 2019. Donc, l'idée, ça a été de créer une structure et notre objectif, c'est de fédérer les acteurs de l'écosystème, à la fois public comme privé, pour être plus forts ensemble. C'est ce que disait Marcel, de mieux partager un certain nombre d'informations pour, en quelque sorte, inverser le rapport de force par rapport à ceux qui nous attaquent. Et il faut avoir en tête que voilà, on est face à des cybercriminels, notamment, qui accumulent énormément d'argent, qui sont ultra bien organisés. Et ils ont face à eux, trop souvent, des défenseurs qui sont assez fragmentés. En tout cas, c'est ce qu'on constate en France et probablement dans d'autres pays. Et donc, d'où cette idée d'avoir ce lieu totem. Donc, c'est un bâtiment de 13 étages, 26 000 mètres carrés, où on retrouve plus de 250 entreprises, des petites entreprises, des startups, mais aussi des très grosses entreprises. Et on n'a pas que des pure players de la cyber. Ça, c'est un élément assez intéressant. On pourra revenir là-dessus. On a aussi des bénéficiaires. Donc, on a des acteurs des fabricants automobiles, des acteurs du luxe. Et ça, c'est aussi hyper intéressant parce que ça drive le marché. Mais on a des acteurs aussi de la recherche, des acteurs de la formation, des acteurs publics comme l'ANSSI, qui est l'agence de cybersécurité de l'État. Donc voilà, notre but, c'est vraiment mieux innover, mieux former. On a un énorme enjeu sur les talents, on en reparlera, et mieux protéger notre société. Alors, comment on fait ça? L'expérience qui est récente encore au niveau de la France, parce qu'on a ouvert il y a 6 mois, c'est d'abord en fait dans la structure de l'entreprise. Nous, on est une structure privée qui est un peu particulière parce qu'elle est détenue à 44% par l'État. Donc déjà, l'État est assez important dans la structure. On a la chance au niveau français aussi, parce qu'il y a eu une prise de conscience assez forte sur l'accélération sur le sujet de la cyber. Donc, il y a eu des annonces de montants assez importants d'une stratégie nationale cyber de plus d'1 milliard pour dynamiser l'écosystème.
Et après, dans la gouvernance du campus, je pense que pour faire travailler les acteurs privés et publics ensemble, on a fait quelque chose d'assez atypique en France. L'image que je prends toujours, c'est un peu, on essaye d'être un écosystème fertile. Donc, c'est un peu comme dans la nature, c'est que du bon sens. Dans la nature, un terrain qui est fertile, qui produit bien, c'est un terrain où il y a une certaine biodiversité et il y a aussi un équilibre. Parce que dès qu'il y a un acteur qui est trop dominant, en fait, c'est le début de la pollution et ça ne fonctionne pas. Et ça, on a essayé de faire ça dans la gouvernance du campus. Le conseil d'administration est organisé en collèges. Il y a un collège pour les acteurs de la formation, un collège pour les acteurs de la recherche, un collège pour les entreprises. Et chacun a le même poids. Donc, les gros acteurs business pèsent autant que les acteurs de la recherche. Donc ça devrait nous obliger dans la gouvernance à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de l'écosystème avant l'intérêt particulier des gros ou des petits. Donc ça, c'est la première caractéristique, à mon avis, pour essayer de faire en termes de gouvernance que des acteurs publics et privés travaillent ensemble et mettent leurs forces ensemble. Un autre point qui est important au niveau du campus, je le disais, c'est une tour de 13 étages, 26 000 m². En fait, on a dédié 30% de l'espace, c'est assez énorme, 7 000 m², qui sont des espaces qui sont communs, qui ont été co-designés par les acteurs et qui permettent à ces acteurs de la recherche, des acteurs industriels, de travailler ensemble, de monter des équipes ensemble pour adresser des défis qui sont communs. Et voilà. Et d'ailleurs, en parlant de commun, cette vieille notion du Moyen-Âge, on l'a reprise, ce qu'on a appelé, nous, les communs de la cyber. C'est des ressources mutualisées, parce qu'on est assez convaincu que c'est bien beau de dire qu'il faut fédérer les acteurs d'écosystème, mais on pense que ça ne va pas se faire naturellement. Et donc, en fait, on a lancé des groupes de travail sur un certain nombre de sujets qui posent problème à différentes typologies d'acteurs. Et on est en mode production, donc on essaye de voir comment on peut mettre en place tel ou tel outil ou tel partage d'informations pour être plus fort et inverser le rapport de force. Donc concrètement, et ça marche, je suis très surpris en fait, ça marche super bien en fait depuis un an qu'on a lancé ces groupes de travail. On a par exemple mis en place une base de renseignement dans ce qu'on appelle dans le domaine CTI, avec le contexte qu'on connaît entre l'Ukraine et la Russie. À l'époque, on avait un petit peu peur que le conflit s'étende dans le monde numérique. On était assez inquiets pour nos petites entreprises. Et donc, en quelques semaines, on a réussi avec l'écosystème français à créer une base communautaire de renseignement. Donc, c'est aussi un changement de culture dans le domaine de la cyber. On travaille aussi sur des sujets en IA, sur certains nombres de cas d'usage qu'on se partage. Mais ça va aussi sur des enjeux de recrutement, par exemple. Voilà, en gros, ce que je peux partager, c'est cette récente encore expérience côté campus pour essayer de faire en sorte de défragmenter l'écosystème et de rapprocher cette diversité, cette biodiversité, j'allais dire, de l'écosystème pour faire en sorte qu'on soit plus fort ensemble et mieux protéger notre société et mieux innover. Merci beaucoup Yann. Donc finalement des enjeux d'équilibre autour des structures d'écosystèmes créés sur la filière cybersécurité et un enjeu de mutualisation finalement des ressources, de ce que j'en comprends. Alors Laurent essaye de nous rejoindre mais n'y arrive pas. J'avais une petite question pour lui. On peut en attendant prendre une question dans l'audience. Je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat. Hop. Alors on a Sébastien, petite question. Est-ce qu'il existe une certification pour les entreprises comme peut en délivrer l'ANSSI en France? Donc, je pense que c'est en rebond à votre commentaire, Yann. Une certification d'entreprise, je ne suis pas sûr de très bien comprendre. On a, sur les sujets de certification, effectivement, en France, on a l'ANSSI qui a des process assez très rigoureux en termes de certification. On pense qu'il y a un sujet, on est en train de réfléchir sur des certifications qui sont plus adaptées à des petites structures. On parlera peut-être même pas de certification, plutôt de label. Voilà, c'est peut-être ça, si c'est ça la question. Voilà. Mais c'est encore à l'état de réflexion à ce stade. Ludovic, peut-être que cette question était pour le Canada. Parce qu'effectivement, l'ANSSI est très présent, elle définit un cadre réglementaire, mais
c'était peut-être plus pour le continent canadien, cette question-là, non? Et effectivement, est-ce que Marcel ou Frédéric Cupins souhaiteraient ajouter un commentaire sur ce point? Oui, je peux ajouter un commentaire. Effectivement, côté français, depuis 2015, il y a la loi de programmation militaire qui prévoit effectivement que les opérateurs d'importance vitale se mettent en conformité en fonction des décrets émis par les différents ministères dont les OIV relèvent. Et donc, avec un délai effectivement pour se mettre en conformité par rapport à ces exigences réglementaires définies dans la loi de programmation militaire. Côté canadien, il y a pas vraiment d'équivalent au niveau, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. En revanche, effectivement, ce qui s'applique ici, c'est tous les standards nord-américains, les standards du NIST, les standards du NERC, qui effectivement s'appliquent aux différents secteurs critiques et essentiels au Canada. Et c'est plutôt comme ça que ça fonctionne aujourd'hui pour la mise en œuvre des exigences de sécurité auprès des entreprises en Amérique du Nord et en général, ou au Canada en particulier. Donc une approche, je dirais, plus régalienne en France et plus relevant des standards et des réglementations s'appliquant aux entreprises en Amérique du Nord. Donc effectivement des approches assez différentes. Merci Frédéric pour ce Peut-être commentaire. juste pour ajouter que peut-être du côté américain et non pas du côté canadien, il y a beaucoup plus de réglementations qui doivent être respectées, dépendamment des fois de l'industrie, dépendamment si on travaille avec le gouvernement américain ou si on travaille avec l'industrie de l'énergie et autres. Donc, de ce côté-là, il y a des restrictions beaucoup plus grandes au niveau du gouvernement américain que du gouvernement canadien. Souvent, le gouvernement canadien aussi, du côté de l'industrie d'énergie, va utiliser ces programmes-là de conformité d'un côté qui existe du côté nord-américain pour les imposer au Canada aussi. Merci Marcel pour ce complément. Il y avait d'autres questions dans le chat concernant l'innovation et elles seront, je pense, répondues par la suite. On va pouvoir passer aux prochaines questions si ça vous convient et s'adresser plus sur les enjeux humains qui se cachent derrière tous ces enjeux technologiques que représente la cybersécurité. Frédéric Havard, je me tourne vers vous. La cybersécurité, on l'a dit, c'est un enjeu avec des transformations technologiques et finalement humains. Quels sont, selon vous, les leviers pour intégrer la cybersécurité dans les comportements des organisations et comment adresser ce sujet selon les différents profils d'organisation? Merci Ludovic pour la question. Donc, côté Orange Cyberdéfense, on accompagne, donc, juste pour planter un petit peu le décor, on accompagne les entreprises dans leur démarche cyber avec globalement un principe de défense qu'on qualifie à 360 degrés où on va anticiper avec l'entreprise pour connaître un petit peu les menaces qui sont émergentes chez eux, pour identifier les zones d'exposition de ces entreprises, que ce soit sur le réseau, sur leur data center, etc. etc. Ensuite, les accompagner dans les outils et les services de protection qu'on peut mettre en place. Et puis après, on met un petit peu l'artillerie lourde pour lancer la partie monitoring, la partie détection. Et la dernière phase du 360, c'est, je dirais, la réaction et pouvoir intervenir rapidement. Donc, face à cette gamme de services qui est proposée par Cyber, on a fait quand même un constat que malgré toutes les techniques là, que je viens d'évoquer qui sont utilisées par les cyberattaquants, qui sont très diverses et très variées, donc depuis une recherche facile, on a quand même détecté un point commun à tous les pirates, c'est que quand ils lancent une attaque, ils vont d'abord chercher, d'abord et toujours, à s'introduire dans un système d'information de la manière la plus simple possible. Et la plus grosse faille pour pouvoir s'introduire, c'est le facteur humain. Donc nous, ce qu'on a décidé côté Orange Cyberdéfense, c'est de lancer des grands programmes de sensibilisation des utilisateurs, des gens qui sont sur les systèmes d'information des entreprises, donc des grandes campagnes de sensibilisation face aux dangers de la cybersécurité. Donc on a d'abord eu, je dirais, une première démarche pédagogique, mais avec des outils de type un petit peu classique. Et
je dirais qu'on s'est heurté à des taux d'appropriation et à des taux de sensibilisation qui n'étaient pas à hauteur des attentes des entreprises. Quand on est dans un format slideware pour parler cyberdéfense, il y a énormément de nouveaux termes, il y a énormément de données à capter. On voyait que ce format-là n'était pas suffisamment impactant. Donc, on a changé un petit peu notre fusil d'épaule et on a lancé des outils de sensibilisation en s'appuyant sur des outils numériques. On a monté des escape games autour de la cybersécurité où les gens vont vivre, je dirais, un escape game. Ce seront soit des attaquants, soit des défenseurs. Donc, on a gamifié un petit peu tous ces outils pédagogiques et ces outils de formation pour que les gens s'approprient vraiment des bonnes démarches, des bonnes lignes de conduite et des bonnes conduites à tenir pour protéger leur entreprise. Voilà, quand on gare sa voiture à l'extérieur dans une rue, que ce soit à Montréal ou à Paris, on ferme sa voiture. Des fois, quand les salariés sortent de leur bureau, forcément, ils ne verrouillent pas forcément leur station de travail. On a gamifié et on a expliqué sous forme de jeu les risques d'un non-verrouillage d'une station de travail que ça pouvait engendrer sur une entreprise. Toute taille d'entreprise, c'est-à-dire que ces formats de sensibilisation et ces outils pédagogiques qu'on a mis en place, ils s'adressent aussi bien à des très grands comptes, comme nous, comme Orange, des grands comptes du CAC 40, comme à des ETI ou à des petites structures de moins de 5 salariés. Donc, nous, notre enjeu côté cyberdéfense, c'est vraiment d'éduquer les collaborateurs sur les bonnes pratiques et les bons usages cyber pour avoir une hygiène informatique qui soit la plus optimale possible. Et c'est surtout d'apprendre les bons gestes en s'amusant et en marquant les esprits. On a scénarisé des choses, il y a des clips vidéo avec des choses qui sont plutôt bien faites. Et on voit que ça prend corps maintenant. On voit que les réflexes sont en train de s'acquérir dans les entreprises. Je dirais qu'on réduit un petit peu les intrusions potentielles qui sont liées aux facteurs humains et qui restent quand même la faille la plus importante encore aujourd'hui pour la partie cyber. Donc, on a créé un escape game, on a créé des jeux de cartes. Et il y a un dernier élément qu'on a lancé aussi côté cyber, c'est qu'on a fait un test de maturité cyber pour l'entreprise et pour ses salariés. Donc, les entreprises peuvent tester leur niveau de maturité côté cyber et, je dirais, l'appropriation et le niveau de connaissance de leurs collaborateurs face à ces menaces cybersécurité. Ça a été un enjeu fort. Donc, derrière, on a toute la palette, bien évidemment, d'accompagnement, de protection des entreprises avec nos ingénieurs, avec tous les outils qui sont là. Mais vraiment, cette partie pédagogique, pour nous, elle a été essentielle si on veut avancer avant ou après, peu importe, mais en même temps que la partie technologie, la partie recherche, la partie innovation. Le facteur humain a été un facteur qu'on a voulu vraiment travailler côté Orange Cyberdéfense. Merci Frédéric. Donc finalement, des enjeux assez simples mais complexes à adresser de pédagogie avec des nouveaux outils de gamification que vous évoquiez. Et il me semble que vous avez répondu au tout début à la question de Vincent Doré dans le chat. Je rappelle, n'hésitez pas à adresser vos questions pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Et si certaines ne sont pas adressées, on pourra y revenir à la toute fin de cet événement avec un temps d'échange un peu plus informel. Marcel, Yann, je me tourne vers vous deux. Libre à vous de répondre comme vous le souhaitez, mais finalement, vous avez une vision plutôt écosystémique de la cybersécurité. Comment aujourd'hui on peut faciliter l'attractivité des talents dans le domaine de la cybersécurité, puisque finalement c'est un enjeu de formation qui en ressort, de connaissances humaines et de comportement. Donc comment faciliter l'attractivité des talents pour les entreprises dans le domaine de la cybersécurité, qu'on soit d'ailleurs un fournisseur de solutions ou alors une entreprise avec des besoins cyber. Je pense qu'il faut aussi penser, puis on a fait référence au fait de la sensibilisation qu'on doit faire
au niveau des employés, tout ça. Donc, je pense que la cybersécurité, ce n'est pas que des enjeux techniques. Je pense que de plus en plus, on le constate, il y a des enjeux qui sont humains. Donc, ça ne prend pas juste des gens super techniques en cybersécurité. Donc, ça prend des gens qui sont soit en ressources humaines, en marketing d'un côté pour tout l'aspect sensibilisation, si on veut changer la culture des gens en gestion de changement. Donc, ça prend une panoplie maintenant de ressources qui peuvent apporter, je dirais, qui peuvent, je dirais, contribuer à l'avancement de la cybersécurité au niveau des entreprises. Et ça, on le voit. Puis, on voit aussi même des CISO qui ont des carrières un petit peu plus atypiques, qui ne sont pas nécessairement du domaine de la cybersécurité, qui accèdent à ces postes-là, justement pour essayer de changer cette culture-là. Puis, il faut peut-être aussi voir, je dirais, l'attractivité d'une façon différente aussi. Donc, il faut peut-être changer certains paradigmes. Donc, nous autres, on a débuté des activités pour solliciter les jeunes, même au niveau secondaire. Donc, on veut les sensibiliser à la cybersécurité. On fait aussi des activités de promotion des métiers en cyber, donc des métiers qui sont peut-être plus connus, qui peuvent aussi être super attrayants pour bon nombre d'étudiants au niveau universitaire, collégial, ou même faire des activités qui vont, je dirais, cibler des communautés particulières. Donc, on a démarré une activité de cyberinclusivité qui touche les femmes en cyber, qui va toucher les immigrants. On regarde aussi pour ceux peut-être qui ont abandonné l'école, c'est par manque d'intérêt et non pas par manque de capacité. Donc, il faut qu'on démocratise un petit peu plus la cybersécurité. Il faut qu'on trouve aussi qu'on rende ça un petit peu plus le fun. Donc, on parlait tantôt d'activités de sensibilisation un petit peu plus ludiques. Il y a des compétitions de hacking, il y a des CTF. Donc, il faut peut-être revoir comment on peut attirer le plus de gens, comment on peut, comme nous autres, on a aussi démarré une initiative de cybertalent, donc de créer une communauté de jeunes intéressés à la cyber, d'essayer de les faire grandir, d'accroître je dirais, leur intérêt par la cyber. Et l'autre volet, quand on regarde la formation, c'est peut-être aussi d'avoir de la formation qui est alignée avec un peu plus les besoins de l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'au sein de Cybereco, on travaille beaucoup avec les universités pour développer des nouveaux programmes en cyber, comme on l'a fait avec Polytechnique et d'autres universités. Peut-être pour ajouter, complètement en phase avec ce que dit que Marcel, voilà, pour nous, et je pense que c'est partagé par tout le monde, l'attractivité, la recherche des talents, c'est le sujet numéro 1 de notre écosystème, de notre domaine. On est en France, pour vous donner une idée, on est dans un état de pénurie. On a 15 000 postes non pourvus et ça va augmenter énormément. Je pense qu'au niveau mondial, c'est à peu près plus de 3 millions de postes qui sont pourvus, qui sont non pourvus selon certaines études. Donc, nous, le constat qu'on fait, et en même temps, on voit que certaines écoles ont du mal à recruter. Donc, on pense qu'il y a un énorme sujet sur l'attractivité. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à travailler les imaginaires, à casser cette image qu'on a tous de l'expert cyber à capuche derrière son écran dans le noir avec une capuche là, et puis des chiffres matrices derrière. Voilà, il faut qu'on montre tout le sens qu'il y a derrière les métiers de la cyber. On est dans la protection, le care. Nous, on a envie d'adresser au moins 2 verrous, casser 2 verrous. C'est pas normal qu'en 2022, en France, on n'a que même pas 10% de femmes de talents féminins dans la cyber. On se prive de 50% des talents. Donc, il faut on travaille cette image pour montrer la diversité des métiers, le sens qu'il y a derrière. Il y a un autre verrou qu'on veut adresser, c'est beaucoup de personnes pensent que, notamment des jeunes, que c'est réservé que à des personnes qui sont des ingénieurs, des matheux. Alors, nous, côté France, quand on regarde un peu les chiffres, on s'aperçoit qu'il y a 56% des demandes d'emploi là, qui sont plus à des bacs plus 3. Donc, voilà, donc il faut vraiment qu'on attire
Donc, il y a un énorme enjeu. Dans le côté campus, on a un plan d'action sur travailler avec des chaînes de télé, des réseaux sociaux pour travailler l'image, mieux orienter vers les différents acteurs, qu'ils soient de la formation, qu'ils soient privés et aussi universitaires. On a besoin notre pays a besoin de massifier sa capacité à former des experts ou pas, comme le disait Marcel, sur plein de. Il y a plus de 50 métiers différents derrière la cyber. Donc voilà, donc c'est vraiment l'enjeu, je pense, pour probablement un peu tous les écosystèmes aux quatre coins du monde. Voilà, changer l'image, attirer les meilleurs talents. Et sans ça, en fait, nos entreprises, nos acteurs publics peuvent pas bien se protéger et ont des difficultés à faire rayonner leur excellence. Merci à tous les deux pour cette réponse finalement autour d'un besoin de changement d'image, comme vous le disiez très bien, Yann, pour avoir de la transparence finalement sur les compétences nécessaires pour travailler dans l'un des métiers de la cybersécurité qui sont finalement plus nombreux. Donc briser un peu ces clichés. Je remarque qu'il y a beaucoup de points communs en fait, tant du côté montréalais que du côté français, avec ce besoin de diffuser un peu de sensibiliser, pardon, à la fois des jeunes en formation comme en même temps des personnes intégrées dans leur métier. Et je remarque aussi des enjeux partagés à la fois gamification, mais aussi d'ouverture à des personnalités différentes, avec des genres différents. Peut-être qu'on peut adresser les questions qui auraient été posées tout à l'heure. On parlait justement de cette image du hacker un peu à capuche. Et on avait une question sur le point de vue finalement de ces personnes-là. Hop. Ah, excusez-moi, je vais passer à autre chose. Je vois que Laurent est arrivé. Laurent, est-ce que vous nous entendez? Bon, n'hésitez pas à nous faire signe si vous arrivez à nous entendre et à nous communiquer. Tant pis pour notre réponse, on pourra la voir par la suite. Si ça vous convient, on peut passer, une fois qu'on a abordé ces enjeux humains, d'attractivité de talent, qui je pense sont partagés par les deux écosystèmes et qui sont d'ailleurs incarnés par des personnes comme Frédéric Cupins, qui français, travaillant à Montréal sur des sujets de collaboration internationale, et en même temps dans l'audience, j'ai pu voir qu'il y avait des experts en cybersécurité installés à Montréal également. Donc, plein d'opportunités des deux côtés. Je vais d'ailleurs m'adresser à vous, Frédéric Cupins, pour aborder les sujets autour des défis d'approche collaborative sur la cybersécurité. Yann parlait tout à l'heure de mutualisation des ressources, d'équilibrer un peu le poids dans les décisions. Vous êtes chercheur en cybersécurité sur différents sujets, bien sûr. Vous travaillez sur des projets franco-canadiens avec des acteurs à la fois publics, privés, industriels ou non. Pour vous, quelles sont si je le dis simplement, les opportunités, ou en tout cas les bonnes pratiques de collaboration sur des projets multi-acteurs qui pourraient permettre en fait de justement mieux valoriser la filière cybersécurité? Très bien, merci Ludovic. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis aujourd'hui à Montréal, mais il y a encore quelques années, je travaillais en Bretagne, donc je connais assez bien les écosystèmes à la fois français et puis québécois, et j'ai effectivement pu constater beaucoup de potentiel de collaboration. Alors pourquoi? D'abord, grâce probablement à la proximité franco-québécoise sur beaucoup de sujets, hein, l'intelligence artificielle naturellement, mais aussi et ce qui nous intéresse aujourd'hui, les sujets de la cybersécurité. Ensuite, la complémentarité. Hein, je pense que pour que une collaboration comme ça marche bien, il faut que chacun apporte sa brique. Il faut aussi faire en sorte qu'on se marche pas sur les pieds. Hein. Je pense que c'est aussi intéressant et important par rapport à des enjeux industriels, mais aussi à des enjeux de recherche, de jouer sur cette complémentarité. Je pense que c'est aussi important d'ajouter
on l'a déjà évoqué, mais je pense qu'il faut insister là-dessus sur le caractère fondamentalement multidisciplinaire et même interdisciplinaire de la cybersécurité. Et ça, c'est aussi un facteur important qui conduit, je dirais, naturellement vers des projets collaboratifs, hein, pour prendre en compte les différentes dimensions technologiques, bien sûr, mais aussi les dimensions économiques de la cybersécurité, sociale, juridique, et aussi éthique, hein, quelque part. On gère des données, donc il y a toute une dimension éthique par rapport à l'usage qu'on va faire des données quand on les utilise pour des finalités de cybersécurité. Ensuite aussi, je pense que c'est important dans des collaborations comme ça de faire intervenir les utilisateurs finaux. Ils ont vraiment un grand rôle à jouer parce que ça permet aussi d'avoir une expression claire des besoins qui sont pas forcément les mêmes côté canadien, côté français, et aussi d'avoir des retours d'expérience sur ces besoins. Hein, on l'a vu, hein, on l'a déjà évoqué, ça faisait partie des questions. L'un des intérêts de la collaboration, c'est également de pouvoir développer des solutions qui sont capables de s'adapter assez facilement aux spécificités du contexte notamment réglementaire, côté français et côté canadien. Bon, on peut prendre pour un premier exemple la protection de la vie privée et la sécurisation des données à caractère personnel. C'est une dimension extrêmement importante quand on traite des sujets de la cybersécurité, et avoir une expression claire des besoins et des finalités, c'est aussi important. On l'a évoqué, hein, les standards, les réglementations s'appliquant à la protection des infrastructures critiques, notamment, sont différentes et sont aussi également à considérer quand on développe des projets collaboratifs en cybersécurité. À noter aussi, et c'est aussi important à prendre en compte dans des projets collaboratifs, que certains sujets de la cybersécurité sont évidemment sensibles. Mais sur ces sujets-là, la collaboration est également nécessaire, je dirais même, et encore plus nécessaire. On le voit dans le contexte, je dirais, géopolitique actuel, que ces sujets sensibles, hein, il faut également collaborer dessus. Ça passe notamment par le besoin de développer des solutions d'anonymisation efficaces, hein, pour pouvoir se partager les données et partager les résultats. Et puis, en même temps, je vois que côté français, c'est que le « en même temps » a été déjà utilisé plusieurs fois, donc je vais dire en même temps également. Je pense qu'au niveau formation, on a vu côté Orange des exemples très intéressants de sensibilisation à la cybersécurité. Je pense que c'est aussi quelque chose à développer, des communautés interuniversitaires, interindustrielles, pour partager aussi les solutions pour former plus efficacement et je dirais plus intelligemment les personnes à la cybersécurité. Hein. On l'a dit, hein, les métiers de la cybersécurité aujourd'hui sont extrêmement variés. Donc ça, c'est une opportunité pour développer de nouvelles formations. C'est aussi une opportunité pour faire venir davantage de personnes à la cybersécurité. Hein. On a naturellement un problème de diversité par rapport aux personnes qui s'intéressent et qui sont formées à la cybersécurité. Le fait qu'on a cette diversité aujourd'hui des métiers de la cybersécurité, je pense que c'est aussi une très grande opportunité pour développer de nouvelles formations et de partager aussi sous forme de communauté ces besoins de formation. Je peux peut-être juste ajouter sur le thème de projet franco-canadien. Je pense que les relations se sont intensifiées au cours des dernières années. Je pense qu'il y a plein d'opportunités. Il faut peut-être apprendre à connaître un peu mieux nos écosystèmes. À Montréal, on a quand même une grande concentration d'universités et de programmes en cybersécurité. On a aussi une capacité qui a été développée en intelligence artificielle et on est en train d'en développer une aussi en quantique. Donc, je pense qu'il y a plein d'opportunités potentielles. Puis Frédéric est un peu humble, je pense qu'il est un acteur aussi assez important dans ces échanges-là franco-québécois d'un côté. Puis il n'a pas parlé de sa chaire de recherche aussi qui est fait en collaboration avec Systemix en France, mais je pense qu'on peut de plus en plus matérialiser ce genre de projet de collaboration-là
les problématiques en cybersécurité sont dans des grandes mesures similaires d'un côté pour les organisations. Donc, moi, je vois d'un très bon œil l'accélération de ces projets franco-canadiens. Merci, merci Martial et merci Frédéric pour ces réponses et ces commentaires plutôt optimistes finalement sur les collaborations entre nos deux écosystèmes, avec à la fois une adaptation réglementaire, mais des proximités sur le besoin de sensibilisation et des sujets plus profonds d'éthique, de la gestion des données qui sont partagés. Frédéric Havard, cette fois-ci, je me tourne vers vous et j'invite aussi les autres panélistes à répondre sur ce sujet. Mais comment peut-on favoriser finalement un fonctionnement en écosystème à tous les niveaux de la chaîne de valeur pour garantir une fiabilité des systèmes de sécurité? Donc, on ne rentre pas encore dans le technique, mais pas loin. Quelles sont les initiatives qui peuvent favoriser ces collaborations multi-acteurs dans ce contexte? Alors, peut-être Ludovic, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur la difficulté qu'évoquait Yann tout à l'heure, sur la pénurie on va qualifier ça des talents ou des acteurs de la cybersécurité. On a lancé, on fait face, forcément, Orange Cyberdéfense fait face exactement à la situation que décrivait Yann tout à l'heure, et je pense que c'est un peu la même chose côté Canada. On a lancé une cyberdéfense académie où on propose d'accueillir des gens en alternance pour devenir soit analyste cybersécurité, soit consultant sécurité. Donc, c'est des gens qui ont des bac+3, qui font leur alternance chez Orange Cyberdéfense et qui derrière, alors ce n'est pas pour autant qu'ils travailleront chez nous, hein, mais en tout cas, l'école leur délivrera un diplôme et ils seront acteurs de la cybersécurité. On a mis un point d'attention particulier sur la population féminine, qui est très rare dans ces domaines-là. Et voilà, on essaye aussi, comme le fait Campus Cyber, d'inciter les femmes qui sont excellentes en maths, hein, si on prend une théorie qui n'est pas forcément la plus appropriée, mais si on prend mathématiques et informatique, il y a des talents chez les femmes, elles ne vont pas jusqu'au bout. Et voilà, donc on a un regard très, très précieux côté personnel féminin. Voilà, je voulais juste ajouter on a lancé donc cette Cyberdéfense Academy chez Orange et on a notre première session d'alternants qui est arrivée en septembre. Voilà, c'était une petite parenthèse pour dire que voilà, nous aussi, on s'y met et on va essayer d'aider à faire grossir les emplois sur ces métiers-là. Une belle initiative qui rejoint les propos des autres panélistes. Alors, après, sur les effets de coordination de la chaîne de valeur, je pense que Laurent, je ne sais pas si Laurent est là, mais je pense qu'il a des données beaucoup plus précieuses. Il y a une coordination qui va être subie. Alors, on vous entend, Laurent. Oui, Laurent. Ah, bonjour. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé. Alors, moi, est-ce que je peux parler sur les efforts de coordination? Je vais donner, pas une coordination, mais plutôt une obligation. C'est-à-dire que côté cyber, alors je ne réponds pas complètement à la question de Ludovic, j'en suis désolé par avance, mais aujourd'hui, certains grands groupes, côté cybersécurité, sont très précautionneux et très vigilants sur le travail en co-traitant ou en sous-traitant. Et donc, c'est de la coordination un peu subie, hein, c'est-à-dire que faire travailler des sous-traitants ou des co-traitants côté Orange, il y a des exigences en termes de cybersécurité qui sont accrues, qui sont assez élevées. Ça fait partie des cahiers des charges qu'on lance. Donc, ce n'est pas vraiment de la coordination, hein, c'est plutôt, je dirais, de la contrainte, hein, entre guillemets. Mais mine de rien, cette contrainte fait que, entre guillemets, les organisations travaillent entre elles et je dirais, s'organisent justement pour lever, je dirais, ces freins qui peuvent s'ouvrir à certaines ETI ou certaines petites entreprises pour pouvoir travailler avec les grands groupes. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais il y a un niveau d'exigence côté cyber pour pouvoir intégrer un système d'information, pour pouvoir intégrer, je dirais, un bout du réseau dans un grand groupe, qui font que derrière, les gens doivent s'organiser et se structurer pour être
entre guillemets, propres, je dirais, dans leur hygiène informatique et dans leur ligne de conduite autour des systèmes d'information. Je ne réponds pas complètement à la question, Ludovic, je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de souci, le propos reste riche. Et peut-être que Laurent, qui vient d'arriver, peut rebondir là-dessus et peut-être nous donner sa vision aussi de ce point. Pour rappel, la question initiale était, selon vous, comment peut-on favoriser un fonctionnement en écosystème à tous les niveaux de la chaîne de valeur pour garantir la fiabilité des systèmes et plus largement la cybersécurité des organisations? Et quelles sont les initiatives qui favorisent ces collaborations, justement? N'hésitez pas, Laurent, si vous voulez aussi revenir sur les autres sujets. Ce sont des initiatives sur lesquelles Airbus contribue assez fortement sur le territoire de France, mais aussi à l'étranger. J'imagine sur les chats qui sont produits, il peut y avoir quelques briques cyber. Nous, on a notre activité pour sécuriser nos systèmes un jour d'un avion ou d'un autre. Ensuite, on a été, il y a un client que j'ai. Je ne vous entends pas très bien, Laurent. Je suis navré. Est-ce que vous pourriez peut-être parler plus fort ou tenter de mettre des écouteurs? Je ne sais pas. Ce que je vais faire. Désolé. Allô? Vous m'entendez mieux? C'est beaucoup mieux. Ah ben voilà. Donc, oui, c'est un téléphone interdit chez Airbus pour des raisons de cybersécurité. L'ironie du sort. Je vous laisse continuer. Oui. Nous avons commencé sur nos propres produits à des cyber. Justement, problème. Puis, on a eu une attaque qui a mis à jour tout leur système. Depuis, on a développé comme des grands TVSA qui ont les moyens des services d'Airbus, réfléchir à l'écoute parce que leur est très nombreux à partager les mêmes ressources, travailler sur le mouvement de recrutement avec 600 à 50 lignes, est installé pas de pas. Et on est vraiment toujours dans cette après pouvoir. Alors, je suis vraiment navré, Laurent. On a beaucoup de mal à vous entendre et c'est vraiment saccadé. Bon, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, ce sont les aléas du direct. Peut-être qu'on peut compter sur vos collègues panélistes du jour pour rebondir aussi sur cette question. Bon, je vais devoir quitter Alors moi, c'est ça qui était... Et là, désolé. Mieux non. Vraiment navré, Laurent, on ne vous entend pas. La première fois que j'utilise un téléphone perso dans l'ensemble avec un Zoom, je ne dois pas peut-être. Je compte écouter. Je continue. Alors, désolé Laurent, mais donc pour enchaîner, nous pouvons peut-être adresser une des questions qui n'avait pas été répondue tout à l'heure, qui était adressée à Frédéric Havard, qui peut peut-être rejoindre le point sur les enjeux de collaboration autour, que vous évoquiez à l'instant. Est-ce que Orange, par exemple, partage certains de ces outils? De ses propres outils? Les propres outils? Non, alors les propres outils cyber qui sont en place chez Orange. Très sincèrement, je n'ai pas la réponse, Ludovic. Je ne sais pas si on partage ou on ne partage pas. Ce que je sais, c'est que le portfolio aujourd'hui d'Orange Cyberdéfense, c'est quand même un portfolio assez large qui répond
à l'ensemble des secteurs d'activité qui sont présents en France et globalement à toute typologie d'entreprise, c'est-à-dire à toute taille d'entreprise, avec une échelle de valeur qui différencie en fonction des prestations qu'on propose. Mais moi, je n'ai pas la réponse à savoir si on partage les outils qu'on a mis en place pour protéger, je vais prendre l'exemple, nos X millions d'abonnés et leurs données. Ça, je ne sais pas répondre, Ludovic, à cette question-là. Peut-être qu'on partage des choses qu'on utilise dans la protection de nos data centers, peut-être dans la protection de certaines de nos antennes mobiles, parce qu'il y a aussi du système d'information derrière, donc il y a des enjeux quand même qui sont importants. On n'a pas trop envie de se faire hacker ou de se faire pirater là-dessus. Donc il y a sûrement des bouts, je dirais, ou des API qu'on partage, mais je n'ai pas la réponse. Par contre, ce que je sais, c'est qu'Orange Cyberdéfense a vraiment une gamme, une profondeur et une largeur de gamme importante pour couvrir tous les segments d'entreprise et les secteurs d'activité en France et en Europe d'ailleurs. On s'exporte aussi à l'étranger. Très bien, merci. Peut-être, Ludovic, je peux renchérir ce qui se passe au niveau de Cybereco. Je dirais à la base de notre mission, c'est justement d'aider à accroître la cybermaturité des organisations et on met à la disposition à travers notre site web certains guides au niveau de la gestion des incidents, de la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels et aussi ce qu'on appelle une cybertrousse que toutes les organisations peuvent consulter, peuvent utiliser pour faire de la sensibilisation au sein de leur organisation. Donc, de plus en plus, on va produire du matériel qui va aider les différentes entreprises là, de ce côté-là. Très bien. Peut-être ce que je peux rajouter côté formation, peut-être côté formation, que c'est intéressant comme sujet aussi collaboratif. Donc aujourd'hui, il y a, comme je l'ai dit, il y a réellement un besoin de développer une nouvelle formation pour répondre aux besoins métiers émergents de la cybersécurité. Donc ça nécessite effectivement, je pense, des efforts de collaboration. Donc nous, par exemple, à Polytechnique, on a créé une nouvelle maîtrise professionnelle en cybersécurité avec plusieurs parcours pour justement attirer une population plus large, à la fois technique avec un parcours cyberdéfense et un parcours plus, je dirais, organisationnel, plus opérationnel qu'on a appelé stratège. Et en termes collaboratifs, c'est important parce que derrière ces formations, il y a naturellement un outil tout à fait central qui est la CyberEng pour effectivement développer des contenus pratiques, des travaux pratiques, des scénarios appliqués. Et donc par rapport à ça, on travaille notamment avec Airbus, puisque c'est quelque chose à mentionner, pour effectivement autour de ces outils de CyberEng, de développer des communautés universitaires pour partager du contenu. Donc ça, c'est déjà des choses qui existent en France, et donc on est en train de voir au niveau franco-canadien pour justement étendre ce genre de communauté pour se partager des contenus qui sont dans la pratique coûteux à développer, et donc c'est aussi important de pouvoir se les partager pour pouvoir développer davantage de formations dans les grandes universités, mais aussi dans les plus petites. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, d'important à mentionner au niveau collaboration franco-canadienne. Merci Frédéric. On a joué à cette synthèse. Ce que j'ai retenu de vos échanges sur ces différents éléments, c'est que finalement, il y a beaucoup d'interactions sur la chaîne de valeur et à tous les niveaux. C'est-à-dire que sur des questions de recherche et d'innovation, mais aussi sur des sujets de sensibilisation, voire de formation et de compétences. Si ça vous convient, on a beaucoup évité le sujet technique et c'est volontaire, mais on parle plus trop d'éléments technologiques plus que d'innovation. Donc Frédéric, c'était le dernier point que vous abordiez. Avec ce côté chercheur un peu expert, selon vous, quels sont aujourd'hui les défis technologiques majeurs en ce qui concerne la cybersécurité? Oui, merci. Donc c'est effectivement un vaste sujet. Aujourd'hui, le chantier de la cybersécurité, c'est quand même très très large, pour ne pas dire immense. Mais pour l'élargir encore un petit peu, et peut-être pour aussi élargir le débat, je pense que un des défis majeurs de notre société actuellement, c'est quand même, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est aussi d'atteindre des objectifs de développement durable.
Et donc vous vous dites peut-être, mais quel est le rapport avec la cybersécurité? Mais je pense que il y a des liens clairs, et je pense qu'en termes de défis majeurs, c'est important de relier ça, hein, parce que atteindre quelque part les objectifs de développement durable, ça va passer par de nombreuses transformations. Naturellement, la transformation de notre économie, probablement vers une économie plus circulaire, la transformation de notre industrie, vers probablement la généralisation de l'industrie 4.0, aussi la transformation des chaînes d'approvisionnement. On en a pas encore beaucoup parlé, mais je pense que c'est un élément central. Et naturellement, toutes ces transformations vont nécessiter de développer de nouvelles solutions de cybersécurité, hein, pour sécuriser le développement durable, l'industrie 4.0, les chaînes d'approvisionnement, l'économie circulaire. Tout ça, ça va nécessiter quelque part de repenser la cybersécurité. On parle notamment de plus en plus de cyber verte. Je pense que c'est aussi un concept collaboratif important et sur lequel, à Polytechnique, on réfléchit de plus en plus. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que pour aller plus loin, je voudrais dire que la cybersécurité doit aussi être vue dans ce contexte-là comme un moteur pour atteindre des objectifs de développement durable. Donc, pour ça, je pense que c'est nécessaire de penser la cybersécurité différemment, hein. On pense encore trop à construire des châteaux forts qui, de toute façon, finissent quelque part par céder. Donc ça, je dirais, c'est une vision assez moyenâgeuse. On sait depuis longtemps que la défense mobile est quand même beaucoup plus efficace qu'une défense statique. Et donc, un mot-clé important, je pense qu'il a déjà été évoqué, mais je voudrais revenir là-dessus, c'est de penser plutôt la cybersécurité en termes de cyber-résilience, c'est-à-dire en termes en fait de capacité d'absorber les cyberattaques et de capacité de revenir à l'heure normale. Et donc ça, c'est naturellement un grand défi sur lequel je pense qu'il y a clairement besoin de collaboration. C'est pas un défi que technologique, hein, mais c'est à ce prix qu'on parviendra à construire un futur à la fois que je qualifierais de sécuritaire, mais aussi de cyber-responsable. Donc, pour faire face à ces grands défis qu'on voit émerger, mettre en place des projets collaboratifs ambitieux avec des financements R&D, des financements venant des industriels, des chercheurs, les acteurs publics, c'est tout à fait essentiel. Mais néanmoins, il y a des différences significatives d'approche entre les écosystèmes français et canadiens, notamment dans le fonctionnement des dispositifs d'aide français et canadiens. Et donc, probablement pour faciliter les choses, c'est sans nul doute nécessaire d'harmoniser ces dispositifs de manière à ce que la collaboration soit plus facile. Elle est déjà possible, hein, d'ailleurs. Marcel l'a mentionné, hein, et je tiens beaucoup à remercier MyTax côté canadien comme pour nous avoir aidé justement à monter un projet, un très beau projet sur la cybersécurité de la chaîne d'approvisionnement entre la France et le Canada et côté français avec Systemix. Donc ça, c'est tout des moyens pour répondre à ces défis. Et je pense qu'il y a réellement manière à beaucoup de sujets de collaboration dans ce contexte-là entre la France et le Canada. Et notamment, côté Polytechnique, on est en train justement de créer une chaire sur la cybersécurité et le développement durable pour répondre aux défis que j'ai évoqués. Merci Frédéric pour cette intervention. Donc, je retiens finalement un alignement des enjeux technologiques cyber autour des enjeux finalement climatiques et écologiques. Comment faire en sorte que ces deux enjeux se rejoignent, et ça passe par des dispositifs d'aide à la fois qui existants en France et au Canada, mais qui ont encore besoin de convergence et qui sont finalement accompagnés par des structures dont la plupart d'entre vous êtes des représentants. Oui, par rapport à ça, je pourrais rentrer dans le détail des différences entre les mécanismes de financement franco-canadiens, mais je pense que ça nous amènerait un peu
trop dans le détail par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais effectivement, il y a à travailler, il y a besoin de travailler et d'harmoniser probablement les choses pour mettre un peu plus d'huile dans les rouages, comme on dit, pour faciliter les collaborations. Mais l'existant, la base est là, et donc je pense qu'il y a quelque part, il faut s'appuyer là-dessus pour développer les choses. Ouais. Tout à fait d'accord. Et si vous le souhaitez, on pourra approfondir ce sujet à la fin avec une séance de questions-réponses ouverte. Peut-être une dernière question pour terminer cette table ronde. On a abordé beaucoup de sujets. Et, pour terminer sur les sujets d'innovation, on a parlé de dispositifs d'aide, entre autres, et de collaboration. Je me pose la question et je me tourne vers vous, Yann et Marcel. Aujourd'hui, très simplement, qu'est-ce qui permet à la filière d'innover? On a une richesse d'acteurs, une richesse d'enjeux. En termes d'innovation, à proprement parler, qu'est-ce qui permet d'innover en cybersécurité? Je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Okay. Déjà, avant de répondre, voilà, j'appuie vraiment sur ce que vient de dire Frédéric sur les défis majeurs environnementaux. Voilà, c'est vraiment... moi aussi, j'ai la même perception. En tant qu'acteur de la cyber, on a une responsabilité. Je vois dans tous nos travails, dans nos différents groupes de travail, le sujet de la sobriété numérique revient énormément. Et en plus, à un moment où on doit, où je veux dire, voilà, on parle d'automatisation, intelligence artificielle, contrairement à d'autres domaines, la cyber, on a quand même moins de données pour différentes raisons que dans d'autres domaines. Et donc, une approche sobre sur les données est quelque chose aussi qui va être critique et qui va faire émerger des acteurs qui vont être plus innovants que d'autres. Voilà. Et c'est aussi hyper important pour attirer des talents parce que c'est important que le secteur soit en phase avec les enjeux de l'époque. Pour plus répondre sur la partie innovation, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on l'a déjà dit, mais il faut avoir une diversité d'acteurs. Il faut pas raisonner que entre experts cyber. Nous, côté campus, on fait extrêmement attention et Michel Vandenberg, qui est le président du campus, a réussi à attirer énormément de bénéficiaires. Voilà, des acteurs qui sont, comme je disais tout à l'heure, des banques, des constructeurs automobiles, et voilà, de rassembler ces acteurs-là avec des plus petites structures et de faire en sorte que des petites structures travaillent plus avec des grosses, ça permet en fait de mieux avoir certains effets de levier ou de mieux faire en sorte que certaines startups répondent mieux aux besoins réels des clients. C'est important aussi, nous on pense, et comme je pense partout, d'avoir des lieux physiques où c'est, moi ce que je constate, c'est tout bête, mais au sein du campus cyber, on a l'espace restauration où là, tous les acteurs, le midi, acteurs de la recherche, acteurs privés, se retrouvent. Et ça fait gagner énormément de temps. Et enfin, on l'a dit, mais voilà, je pense que la capacité à innover, elle peut être liée au budget. Et on a des très grosses entreprises qui ont énormément de moyens pour innover. Nous, côté France, il faut qu'on reste très humble. On n'a pas obligatoirement les moyens que d'autres géants ont. Et c'est pour ça que cette approche par les communs, ces ressources mutualisées, en fait, derrière, on est assez convaincu que ça va nous permettre de mieux innover, de mieux rendre certaines solutions interopérables entre les différents acteurs. Et derrière cette approche qu'on a côté commun, moi je vous invite à aller sur le site du Campus Cyber pour en savoir plus. Et je serais ravi qu'on renforce. On a la chance d'être voilà, dans une sphère francophone. Et donc on peut voilà, essayer de encore plus renforcer les liens, co-construire des outils, partager mieux un certain nombre d'infos pour à la fois mieux innover, pour être plus forts ensemble. Et aussi mieux protégés face à des attaquants, des cybercriminels qui sont clairement des ennemis communs qui embêtent tout le monde aux quatre coins du monde et qui posent des problèmes, on l'a dit dès le début, économiques qui sont monstrueux et sociétaux. Hein.
quand j'étais directeur de cabinet de l'ANSSI, j'ai pu voir, sans trahir de secret, voilà, des crises des hôpitaux qui sont attaqués. Dans la minute qui suit, c'est plus, voilà, on n'a plus les urgences, on n'a plus les médecins savent plus, les infirmiers et les infirmières savent plus quels médicaments ont été donnés. Donc ça désorganise vraiment la société. Voilà, donc c'est voilà, moi je pense, je suis assez convaincu qu'on doit, et ça devrait dans les prochains mois, encore plus renforcer nos liens entre les écosystèmes pour être plus fort et inverser le rapport de force et mieux innover. Merci Yann. Marcel, peut-être un commentaire sur ce point? Oui, pour avoir visité le campus cyber au mois de juin, effectivement, très beau lieu physique qui permet de rassembler. Donc, j'espère qu'on pourra avoir ce campus-là un jour à Montréal. D'un côté, je pense qu'il faut, voilà, je dirais, rassembler les différentes parties intéressées au niveau de l'innovation parce qu'on est un peu condamné à innover si on veut à avoir des meilleurs moyens de protection contre les cyberattaques. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'emmener le secteur privé, le secteur éducationnel aussi ensemble, travailler sur des champs de recherche, travailler sur aussi essayer de faciliter l'accès des innovations aux grandes entreprises, parce qu'en cybersécurité, des fois, il y a toujours le souci je dirais, d'intégrer des nouvelles solutions, des nouvelles innovations dans le parc technologique actuel. Donc, c'est ce qu'on qu'est-ce qu'on essaie de faire d'un côté en travaillant sur des projets conjoints, des champs de recherche d'un côté, à s'assurer que les innovations vont solutionner aussi des problématiques de l'industrie. Donc, c'est de créer ce forum-là d'un côté, mais je pense qu'il y a une effervescence. Puis, si on est capable, encore une fois, comme Yann le mentionnait, d'essayer de plus de collaboration internationale sur des sujets. Donc, je pense que plus on va collaborer au niveau de l'innovation, plus on va arriver avec des solutions innovantes qui vont encore mieux protéger nos organisations et nos organismes publics aussi. Donc, je pense qu'on a un peu de chemin à faire pour réunir nos écosystèmes d'un côté à travailler ensemble au niveau de l'innovation, mais je pense que c'est quelque chose qui est bien entrepris entre le Canada et la France. Complètement d'accord, et cet événement en est aussi la preuve. Merci pour ces retours, donc très intéressants sur les enjeux de collaboration pour susciter l'innovation dans toutes les organisations, qui passe par à la fois un partage d'informations entre tous les acteurs, mais aussi potentiellement, en tout cas un projet à Montréal sur le partage d'un lieu avec la réunion de tous ces acteurs. Je vois qu'on a un petit peu dépassé le temps, donc j'invite peut-être tout le monde à poser ses questions dans le chat, et je vois que Vincent Doré en a posé une qui s'adresse plus aux acteurs québécois. Donc, quelle est votre pensée sur, en tout cas, l'accréditation cybersécuritaire Canada vis-à-vis des PME qu'on a évoqué de loin lors de cette table ronde? Je pense que c'est un effort d'essayer d'emmener les entreprises d'un côté à améliorer, je dirais, leur niveau de cybersécurité. Donc, c'est une des initiatives d'un côté qui a été identifié par le gouvernement canadien. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, mais je pense qu'il y a d'autres démarches aussi qui doivent être entreprises pour rendre, je dirais, le niveau de conformité ou l'amélioration de la maturité, d'agir beaucoup plus rapidement au niveau des organisations et disséminer de plus en plus d'informations aux entreprises pour qu'elles améliorent leur posture de sécurité. Peut-être que je peux compléter. Par rapport à l'enjeu des PME, c'est incontestablement un enjeu tout à fait central. Je pense que déjà, il faut penser à développer des solutions de sécurité à la fois adaptées et accessibles aux PME. Parce qu'on dit effectivement le niveau de PME est ce qu'il est, il faut le renforcer, mais dans la pratique, il y a aussi un problème de moyens et d'accessibilité aux solutions de cybersécurité. Et par rapport à ça, je pense que c'est un enjeu de tout le monde, y compris des grands groupes.
J'ai mentionné la problématique de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, les défaillances pour un grand groupe peuvent être des défaillances internes, peuvent être des attaques externes, mais on le voit de plus en plus, ce sont aussi des défaillances liées à la chaîne d'approvisionnement, des défaillances de tiers, des défaillances de sous-traitants. Et parmi les sous-traitants, c'est là qu'on trouve beaucoup de PME. Et je pense donc que c'est un effort collectif. Il suffit pas de dire oui, le niveau de sécurité des PME est amélioré. Si on les aide pas, ça restera en l'état. Et donc je pense que c'est l'affaire de tous, y compris et surtout des grands groupes, de travailler en collaboration avec les PME qu'ils ont comme sous-traitants pour améliorer globalement la sécurité. Et là, tout le monde a y gagné, y compris les grands groupes. Donc je pense que c'est aussi cette démarche qu'il faut, je dirais, répandre et démocratiser pour améliorer les enjeux autour de la sécurité des PME. Et j'ajouterais, c'est peut-être là que l'innovation aussi doit prendre sa place parce que c'est sûr que pour les PME qui n'ont pas nécessairement de responsable de la cybersécurité ou qui n'ont pas nécessairement une équipe TI, donc il faut rendre ça vraiment accessible, facile d'utilisation, automatisé d'un côté pour qu'on puisse atteindre un niveau de protection adéquat de nos PME. Je peux donner un exemple, Ludovic, sur les propos que vient d'avoir Frédéric. Dans le cadre de référencement de certains sous-traitants, comme je le disais tout à l'heure, on exige un certain niveau de sécurité. Surtout, ces sous-traitants doivent alimenter, entre guillemets, un système d'information pour un reporting quelconque. Donc, dans nos cahiers des charges, on a un niveau d'exigence côté cyber qui est assez élevé. Quand ces gens-là n'y répondent pas et qu'on a envie de s'associer avec eux, on les accompagne. Donc, on a aussi une démarche d'accompagnement dans leur évolution, dans leur posture cyber, et voilà, pour qu'ils soient, entre guillemets, solides et étanches pour pouvoir travailler avec nous. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Alors, on ne le fait pas, mais c'est une excellente remarque que vous venez de faire, Frédéric, et je pense qu'effectivement, beaucoup de grands groupes devraient acculturer aussi leurs co-traitants ou leurs sous-traitants et les accompagner dans cette démarche cyber. C'est ça aussi la coordination grande entreprise, ETI ou PME, quoi. Je suis d'accord. C'est en mute, Ludovic. Oui, merci. Je rebondissais juste sur ce propos en adressant la question finalement. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous voyez avec les collaborations internationales? Parce que les sous-traitants, je suppose qu'ils ne sont pas tous forcément de votre écosystème et qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous travaillez avec des PME internationales, idéalement québécoises, et comment ce sont des choses qui peuvent se passer de la même manière? Je pense que cette posture, elle est valable et pas uniquement sur la partie France. Donc, elle s'applique. C'est une ligne de conduite qui, on est dans un monde numérique, dans un monde virtuel, dans un monde digital. Donc, les frontières physiques que nous, on connaît, ils ne les connaissent pas. Donc, oui, effectivement, les données, de toute façon, même si, entre guillemets, même si c'est une personne qui évolue en France, on ne sait pas par où transitent ces données. Hein. Elles peuvent passer par l'Asie, par les États-Unis, enfin, partout, quoi. Mais cette posture-là, on l'a vis-à-vis des entreprises, quel que soit l'endroit où elles sont immatriculées, entre guillemets. Merci Frédéric. Sur cette belle phrase d'ouverture, je vais clôturer cette table ronde, et merci à tous en tout cas pour votre participation et pour la richesse des propos que vous avez pu tenir. Je retiens globalement qu'il y a quand même un gros enjeu autour des collaborations intra- et inter-écosystèmes, puisque comme le disait à l'instant Frédéric, il n'y a finalement que la frontière numérique n'existe pas vraiment. Donc merci à tous. Je vous invite à rester pour une session de questions-réponses après la conclusion d'Alexia. Je remercie donc tous les partenaires. Je remercie Laurent également, qui n'a pas forcément pu nous rejoindre, mais qui saurait peut-être répondre à vos questions par la suite, et dont le contact vous sera partagé. Je remercie également la ville de Montréal, la Chambre de commerce et Paris-Ouest La Défense pour leur implication dans cette organisation. C'était un plaisir pour moi d'animer cette table ronde, et plus largement pour Impulse Partners de participer à son élaboration. Alexia, je vais désormais te passer la parole pour conclure sur cet événement. Encore merci à tous.
Merci beaucoup Ludovic, merci à chacun de nos panélistes, merci à tous pour votre temps. Donc un gros merci à Airbus, même si Laurent Legendre a eu de la difficulté à se connecter. Je suis certaine qu'il aurait pu apporter beaucoup de réponses, mais que nos autres panélistes ont su relever les défis, en tout cas évoqués pendant ce webinaire et ce partage d'informations. Un grand merci au Campus Cyber, à CyberEco, Impulse Partners d'avoir modéré ce webinaire, Orange, Paris-Ouest, La Défense, Polytechnique Montréal et surtout, merci à la Ville de Montréal sans qui cet événement n'aurait pas pu être possible. Merci à tous pour vos explications. J'en profite pour rebondir sur l'introduction de Valérie Poulain en rappelant que du 1er au 2 novembre prochain se tiendra le Forum international de la cybersécurité à Montréal. On espère vraiment que ce webinaire vous aura donné envie d'y participer. On vous invite à vous renseigner. Je vous partagerai le contact de Jean-Christophe Sinclair qui se fera un plaisir de vous donner plus d'informations au besoin. Maintenant, je vous invite à poser vos questions à vos panélistes, à échanger. N'hésitez pas à activer votre caméra, ouvrir votre micro. Ce sera un grand plaisir pour eux justement de pouvoir échanger en direct. Profitons de ce moment et du temps qui nous reste justement pour poser vos questions et approfondir les sujets. Merci encore pour votre temps, pour votre attention, puis on a hâte d'écouter vos questions. Bonjour, je peux poser ma première question. Je me présente Vincent Doré. Je travaille comme économiste à Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur le dossier de la cybersécurité. Et je me demandais quelles seraient vos idées pour le gouvernement autant français que canadien ou québécois. Comment les acteurs gouvernementaux pourraient favoriser une meilleure collaboration ou aider les intervenants dans le domaine de la cybersécurité? Quels seraient les genres d'initiatives que vous apprécieriez? Merci. Je peux peut-être suggérer, je pense qu'il y a beaucoup d'organismes qui touchent la cybersécurité, donc il faut essayer d'un peu orchestrer, je dirais, puis d'utiliser les organismes qui existent plutôt que d'en créer d'autres d'un côté, parce qu'on a tendance des fois à décupler, je dirais, le nombre d'organismes et ce qui empêche ou ce qui ne facilite pas nécessairement la collaboration d'un côté. Et aussi d'être, je pense que les instances gouvernementales peuvent être aussi un organisme qui puisse aider, supporter les organismes qui essaient d'avancer dans le domaine de l'innovation et de la cybersécurité. Donc, j'invite à me contacter si vous voulez. On pourra en discuter un peu plus longuement. J'ai un certain nombre d'idées de ce côté-là, mais je pense que puis les forums comme aujourd'hui, les échanges qui sont organisés, je pense que c'est aussi de belles initiatives là, pour favoriser cette collaboration-là, pour favoriser le partage d'informations puis l'innovation dans le futur. J'ai une question à nouveau pour M. Labelle, si c'est autorisé à nouveau. Oui? Oui. Merci. Donc, aujourd'hui, le 22 septembre, je crois que c'est le premier jour d'application de la loi 64, également appelée loi 25, sur les données personnelles. Mon impression, mon ressenti, est que ça se passe dans l'indifférence générale des entreprises et des PME qui se sentent peu concernées par cette loi, qui est pourtant l'équivalent local du RGPD. Est-ce que vous avez également l'impression, M. Labelle, qu'on a manqué le stress nécessaire à la mettre en œuvre? Je trouve qu'il y a une totale indifférence par rapport à ce sujet qui est pourtant fondamental. Merci. Il y a eu plusieurs, je dirais, conférences d'un côté qui ont été faites. On a nous-mêmes publié un guide, on fait des rappels, mais effectivement, l'impression que j'en ai, puis c'est une perception à l'heure actuelle, c'est que possiblement, c'est pas peut-être que les entreprises n'ont pas encore assimilé les exigences qu'ils ont besoin parce que, effectivement, les premières exigences entrent en vigueur ou entrent en vigueur aujourd'hui. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il y ait beaucoup
sensibilisation qui doit être faite, puis de communication qui doivent être faites pour les différentes exigences de cette nouvelle loi-là, tant qu'il n'y aura pas, malheureusement, bien des fois, ça prend un premier incident ou un premier accroc à une loi et tout ça, puis pour que les gens s'activent, c'est un peu les aléas en affaires, mais je pense qu'effectivement, ça va prendre un effort accru si on veut que toutes nos entreprises au Québec soient en mesure de respecter les différentes exigences de cette loi-là. Peut-être je peux apporter un complément, puisque j'étais encore en France au moment où la RGPD a été promulguée. Je suis actuellement à Montréal au moment de des lois 25 et 64. Ce que j'ai observé au niveau du RGPD, c'est que c'était une chose effectivement de définir le contenu de la loi, de promulguer cette loi, mais c'est une chose complètement différente de la déployer. Et surtout de vérifier ensuite la mise en conformité des entreprises vis-à-vis des exigences de la loi. Et je dirais, je vais pas dire que c'est facile de promulguer une loi. Le RGPD, c'était pas simple, c'était une loi au niveau européen, ça demandait beaucoup de travail d'harmonisation entre les exigences des différents pays. Mais je dirais la difficulté de déployer une telle loi et de s'assurer qu'effectivement les entreprises vont se mettre en conformité par rapport à ces exigences, c'est une très grosse difficulté. Et par rapport à ça, je pense que la situation que vous évoquez montre qu'effectivement, si les entreprises ne sont pas sensibilisées à la loi, n'ont pas compris les enjeux de la loi et compris effectivement la nécessité de se mettre en conformité vis-à-vis de cette loi, bien c'est qu'il y a une action à faire et je pense que c'est ce genre d'action qu'il faut dès à présent mettre en place pour effectivement mettre toutes les contraintes nécessaires pour que la loi soit appliquée et qu'effectivement il y ait les moyens de vérifier que les entreprises se sont bien mis en conformité. Donc, si vous me permettez, une deuxième question, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Pendant le chat, j'ai posé une question, elle a peut-être été répondue, parce que je me suis absenté 10 minutes. Est-ce que parmi vous, vous fréquentez des pirates? Est-ce que dans vos organisations, vous avez des dialogues, des communications? Est-ce que vous comprenez leur mentalité, leur motivation, leurs outils, leur état d'esprit? Nous sommes une agence en enquête, investigation privée, on utilise des white hats, donc des jeunes pirates éthiques, puis c'est fondamental pour nous de comprendre la motivation, la culture qui est derrière, qu'il s'agisse de les traquer ou d'entamer des négociations, mais de comprendre le contexte. Est-ce que ce sont des pratiques que vous avez dans vos organisations, donc de au moins rencontrer, communiquer, échanger avec des pirates que vous pourriez rencontrer sur différents forums? Merci. Ma question, ça me fait sourire, monsieur d'Orange. Non, mais en tout cas, moi, derrière les pirates, derrière le mot hacker, il y a beaucoup de choses différentes, il y a beaucoup de motivations différentes. Et parmi les experts, il y a beaucoup d'acteurs qui ont été atterrés par cette curiosité d'essayer de comprendre comment fonctionne tel ou tel système, le détourner. Et donc, je pense que parmi les équipes, il y a beaucoup de gens. Alors d'ailleurs, certains ne s'en cachent pas puisque vous en parlez. Nous, côté français, on a des sociétés comme par exemple Yes We Hack qui organisent des bug bounty live, des bug bounty plutôt. Et donc, on a toute une communauté de jeunes. D'ailleurs, au campus cyber, régulièrement, on organise des sortes de bug bounty live où on va inviter un certain nombre d'hackers éthiques qui vont essayer de tester telle ou telle solution en s'engageant à ne pas divulguer et en étant rémunérés au niveau de la faille qu'ils trouvent. C'est un système qui fonctionne super bien, qui est utilisé pas une seule fois, qui est utilisé c'est des programmes sur la durée. Parce que de toute façon, nos systèmes, ils évoluent tellement rapidement que les failles, il y en a en permanence qui arrivent. Donc voilà, donc
Oui, fatalement, c'est pas fatalement, mais on travaille avec des hackers qui sont passés du côté positif, qui sont engagés à pas faire de dégâts et c'est hyper important de comprendre cette culture. Et voilà. Après, il y a tout. Il y a aussi des hackers qui sont passés du mauvais côté de la barrière et qui sont motivés par d'autres choses, par l'appât du gain, des activistes, des cybercriminels, donc voilà, donc mais il faut pas tout mélanger. Moi, je respecte énormément la culture du hacking, des hackers, et c'est pour moi une sorte de génie. En tout cas, un intérêt hyper intéressant. C'est quand même, c'est des esprits qui sont très curieux et et c'est hyper important de comprendre. Vous avez raison, les différentes cultures, parce qu'un hacker de telle ou telle région du monde peut avoir aussi des façons de voir différentes. Et donc, c'est là aussi où c'est hyper important au niveau international de favoriser les échanges. Voilà, pour là encore, essayer d'inverser le rapport de force parce qu'on a des ennemis communs et on peut pas. Le numérique est devenu quelque chose d'essentiel dans notre monde, d'un point de vue économique, sociétal et donc, du coup, on a cette responsabilité de faire en sorte qu'on puisse avoir confiance en ces outils qui doivent être utilisés pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Et donc, il faut qu'on travaille avec des esprits, des compétences qui s'intéressent à ça. Peut-être je peux donner Merci beaucoup, M. Bonnet. On est parfaitement en accord. Merci pour votre réponse très bien structurée. Peut-être je peux donner mon point de vue en tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant de la cybersécurité, il est naturellement tout à fait essentiel d'enseigner les attaques, comment effectivement on peut construire un scénario d'attaque, comment on peut le mettre en œuvre. Mais d'un autre côté, vous doutez bien qu'au niveau universitaire, l'objectif n'est pas de former des pirates ou des hackers. Donc, d'un point de vue vocabulaire, si on utilise le mot hacker ou le mot pirate, on ne peut pas le dissocier effectivement du mot éthique. Si on forme des hackers, c'est des hackers éthiques. Si on forme des pirates, c'est des pirates éthiques. Et par rapport aux formations qu'on propose à Polytechnique, il y a clairement une formation, un parcours qui est orienté vers le hacking éthique. Alors après, on l'a pas appelé comme ça, parce que justement, pour une université, même si on rajoute le mot éthique au mot hacker, le mot pirate subsiste, et donc c'est quand même des sujets un peu délicats de dire qu'une université forme des hackers même s'ils sont éthiques. Donc on a fait le choix de baptiser ce parcours spécialiste cyberdéfense, mais on est bien sur cette problématique, c'est-à-dire effectivement sur la nécessité de former les étudiants à la connaissance des attaques, à la capacité effectivement de comprendre une attaque, de construire une attaque, mais dans un but effectivement de découverte de vulnérabilité, de capacité de détecter ces vulnérabilités, de chasser les menaces associées à l'exploitation des vulnérabilités. Donc pour naturellement former les étudiants à ça, il faut former aux attaques, mais il faut quand même être très précis et très explicite leur vocabulaire qu'on utilise au niveau universitaire pour éviter de dire vous allez former des pirates ou des hackers, qui n'est naturellement pas l'objectif d'une formation universitaire. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais effectivement, c'est indispensable, mais il faut le faire correctement, c'est ça que je veux dire. Oui, effectivement, il ne s'agit pas de former des pirates, mais de comprendre la mentalité, les ressorts même émotionnels. Parce que l'appât du gain, oui, mais ce n'est pas toujours le motif principal. Fréquemment, c'est un slogan qui je ne demande pas la permission, qui est un slogan qu'on retrouve souvent. Et dans nos interactions, dans le cadre d'enquête avec des pirates sur 4 ou 5 forums, on retrouve en premier lieu le goût du défi. Qui est majeur. Ça, c'est important de le savoir également. Puis on peut également conscientiser des personnes dans le domaine des données personnelles médicales qui font l'objet de beaucoup d'attention et de fortes rémunérations et de primes à la revente, mais qui ont des conséquences très graves et dramatiques pour la population.
Merci. Merci beaucoup, Philippe. Je vais me permettre de poser une question au nom de Karine Gagnon, qui s'adresse justement à notre cher monsieur Labelle. Elle nous explique que c'est une PME au Lac-Saint-Jean, puis elle n'est pas du tout prête en tant que PME pour la loi 64. Comment peut-on obtenir les outils que vous offrez, monsieur Labelle, et quels sont justement les outils et les aides différentes pour pouvoir se conformer à la loi 64? Si vous allez sur notre site web et vous faites une recherche sur le guide de la loi, vous pouvez le trouver, vous pouvez écrire à info@cybereco.ca et ça nous fera plaisir de vous le communiquer. Et donc, ça, c'est un guide qui permet de comprendre effectivement quels sont les requis, dans quelle séquence on devrait faire un certain nombre d'activités d'un côté. Donc, c'est des gens, autant c'est de nos membres, autant d'un point de vue légal que d'un point de vue des groupes de cyber qui ont participé à ce guide-là. C'est un guide pratico-pratique, comme on dit, pas technique, donc qui permet de donner les grandes lignes. Puis on est en train de travailler sur quels seraient les ajouts pour, encore une fois, aider les PME à avoir un certain nombre d'artefacts qui pourraient être utiles. Donc, peut-être juste suivre un peu les développements sur notre site d'un côté. Là. Vous allez avoir de plus en plus de matériel de notre part là-dessus. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'Assemblée? N'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez ou écrire directement votre question dans le chat si c'est plus facile pour vous. On peut encore étendre un petit peu au bon vouloir évidemment de nos panélistes. En tout cas, merci à vous de prendre ce temps justement pour éclaircir certains points et répondre aux interrogations. C'est vraiment apprécié. J'ai l'impression que ça a été quand même relativement clair. On n'a plus vraiment de questions dans l'Assemblée. En tout cas, comme Ludovic a pu le dire dans le chat, il nous a partagé son adresse courriel. Comme je l'ai dit en début d'introduction, je vous partagerai un courriel effectivement avec les différentes adresses contacts de nos panélistes. Ah, je vois que nous avons une question de la part de Charles. Je vous en prie, allez-y. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui. Donc, Charles, je me présente rapidement. Donc, je fais partie d'une entreprise de cybersécurité, cyberdéfense ici à Montréal. Et on a aussi la particularité d'avoir une filiale donc en France. Et j'avais une question par rapport à un programme d'R&D que nous, on est en train de mener, qui intègre du machine learning pour pouvoir diminuer le temps de détection des incidents cyber dans les environnements informatiques. Et c'était pour savoir s'il y avait des programmes qui existaient pour pouvoir, en fin de compte, financer cette R&D. Si on regarde au niveau du Québec, il y a le programme PIC qui est géré par l'organisme Prompt, dans lequel vous pouvez soumettre votre projet. C'est à ma connaissance, un des seuls programmes qui existent au Québec. Frédéric, je ne sais pas si tu as d'autres programmes que tu connais. Alors, c'est réellement pour avoir un soutien pour développer votre R&D en interne à l'entreprise. C'est pas l'objectif. Est-ce que l'objectif, ça serait aussi de faire des projets collaboratifs avec des académiques, le milieu de la recherche, des universités? Oui, à ce moment-là, effectivement, on pourra en discuter davantage, mais les deux supports principaux, le premier, c'est celui que j'ai évoqué, c'est MyTax, sur lequel effectivement il y a possibilité de construire des projets internationaux, du moment qu'effectivement il y a un intérêt pour le Canada dans le projet, on peut inclure des partenaires non canadiens. C'est, je dirais, une des spécificités un peu de MyTax, d'offrir la possibilité de construire ce qu'ils appellent des projets MyTax internationaux. Et puis l'autre vecteur, c'est au niveau CRSNG, donc les projets alliances qui permettent là aussi d'avoir des partenariats entre académiques et puis industriels,
avec la nécessité cette fois-ci d'avoir des partenaires canadiens. Mais dès lors qu'il y a des partenaires canadiens, on peut aussi inclure des partenaires non canadiens, donc des partenaires français. Et donc, le principe, c'est que l'industriel apporte une participation en cash et puis en in-kind, et puis ensuite, il y a différents leviers d'appariement côté Alliance et côté Mitax qui permettent d'avoir à la fin de très beaux projets d'un point de vue R&D, avec en plus la possibilité de coupler les projets Alliance avec des projets Mitax, donc ce qui permet d'avoir des projets encore plus intéressants en termes collaboratifs. D'accord. Ben, merci, parce que c'est sûr que comme nous, en fin de compte, on a un pied ici, puis un pied en France, il pourrait y avoir aussi une double collaboration, donc peut-être avec le campus cyber et des acteurs avec qui on pourrait collaborer sur ce projet, et aussi, donc évidemment, donc, des institutionnels ou universitaires ici, donc à Montréal. Du coup, ouais, exactement. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a un mail qui sera diffusé, je crois, à l'issue de la vidéo. Je pense que c'est un peu aussi côté français, on a des dispositifs un peu équivalents. Et notamment, je peux vous mettre en relation avec le groupe de travail sur tous les sujets IA et cyber. Et on serait ravis justement que ça soit concrètement et qu'aujourd'hui, ça soit le début d'une collaboration concrète sur des sujets qui sont véritablement l'avenir de la cyber et sur lequel on a tous à y gagner, quoi. Donc ça fait typiquement partie des sujets sur lesquels qui sont prioritaires de notre côté et on serait ravis de travailler. On sait que voilà, du côté de votre côté, vous avez une vraie compétence en IA avec des équipes de recherche qui sont très avancées. On a aussi des équipes en France qui sont très intéressantes et je pense qu'on peut, sur des cas d'usage business, avancer ensemble et être plus forts ensemble. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous mettrai en contact avec les bonnes personnes. Moi, je vous encourage, côté France, il y a un plan qui a été lancé qui s'appelle France 2030. Et dans ce plan France 2030, il y a des montants qui sont alloués par l'État côté cybersécurité. Ils lancent vraiment une stratégie d'accélération au niveau de la cybersécurité et ils accompagnent justement des projets qui sont autour de cela. Donc, je vous encourage à regarder. C'est assez fastidieux. Hein, c'est un site étatique, donc il y a beaucoup de lectures. Mais peut-être que ça vaut le coup d'aller faire un tour. France 2030, je crois qu'il y a 1 milliard qui a été alloué pour la partie cyber sur France 2030 de mémoire. Oui, parce que là, nous, ce qu'on veut développer, ce n'est pas forcément que ciblé sur l'IT, mais aussi sur l'OT, étant donné qu'on a une très grosse expertise sur le domaine industriel. Et on voit que c'est un petit peu le parent pauvre en termes de protection, même si déjà l'IT commence à être un petit peu plus mature, mais vous imaginez la partie OT, ils partent encore de plus loin. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi apporter cette expertise sur ce domaine-là qui est encore plus en retard que la partie IT. Merci. Donc, M. Bonnet, je ne sais pas trop comment récupérer votre adresse courriel, mais peut-être avec la CCMM pour qu'on puisse échanger après. Vous pouvez envoyer un mail à contact@campuscyber.fr et ils vont me le rediriger. contact@campuscyber.fr. Et je vous parlerai effectivement notamment des dispositifs France 2030. On a des lignes spéciales pour le campus sur des projets de ce type. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, comme précisé précédemment, je vais effectivement transmettre un courriel à chacun de nos participants avec les adresses contacts de nos panélistes pour pousser les questions plus loin, s'il y a d'autres interrogations. Les liens évoqués, autant pour Mitax, France 2030 et d'autres petits liens utiles seront également communiqués dans ce courriel de suivi. Je pense qu'on touche à la fin de ce webinaire. En tout cas, un grand merci encore, messieurs, pour votre temps, pour votre savoir, pour ce transfert de connaissances et ce partage. Ça a été grandement apprécié. Merci à nos participants qui sont restés jusqu'au bout pour écouter et continuer d'interagir et de faire vivre cette affaire en tandem entre Paris et Montréal. J'ai eu un grand plaisir à introduire et terminer ce webinaire avec vous et à y assister en général pour en apprendre plus moi-même sur la cybersécurité, les occasions d'affaires entre Paris et Montréal. Encore une fois, le 1er novembre prochain, n'oubliez pas le Forum international de la cybersécurité. Vous recevrez d'ici la fin de semaine le fameux courriel de suivi
Un grand merci à tous pour votre temps aujourd'hui, d'y avoir participé. Et dans les prochains jours, vous pourrez revisionner ce webinaire sur nos différentes plateformes. Un grand merci et je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et au revoir. Merci, au revoir.